parler d'une autre équipe, l'équipe de France du nucléaire. Vous le savez, c'est d'actualité et c'est notamment le cas justement d'un des acteurs principaux de l'industrie nucléaire. C'est le cas de Framatome, quand Framatome se transforme pour devenir un des leaders mondiaux sur le marché des chaudières nucléaires. Vous allez voir, c'est très particulier, mais c'est stratégique encore une fois. On en parle tout de suite avec Pascal Lucas, Programs and Standardization Director, et Eric Perrotet, PLM Program Manager pour Framatome. Évidemment, vous l'avez compris. Bonjour. Messieurs, bonjour à tous les deux. Bonjour. Prenez place. Puisque, en effet, on va plonger avec vous au cœur du réacteur. Je ne pouvais pas m'empêcher, justement, de faire ce jeu de mots, parce que c'est vrai, on va plonger au cœur de Framatome, encore une fois, une industrie extrêmement stratégique, s'il en est. Puis Framatome, c'est une entreprise qui a eu plusieurs vies, qui a eu plusieurs noms. Pascal, comment est-ce qu'on peut revoir l'historique de cette maison ? Alors, Framatome, d'abord, ça veut dire... pour les gens qui ne savent pas, la franco-américaine de l'atome. C'est une société qui a été créée dans à la fin des années 50 pour construire le parc électronucléaire. À l'époque, on a construit nos réacteurs nucléaires sous licence Westinghouse. Vous avez certainement suivi l'actualité de la filière nucléaire, et dans les années 2000, Framatome a été intégré dans le groupe Areva. Et l'objectif d'Areva, c'était de boucler le cycle complet de l'atome, du minerai jusqu'au démantèlement. Dans les années 2016-2010, Framatome est sorti du groupe Areva et est devenu une entreprise à part entière, qui est une filiale aujourd'hui d'EDF à 75%, 15% de japonais MHI et 5% d'Assystem. Framatome, c'est un déploiement à l'international sur une présence sur 63 pays dans le monde, et c'est à peu près un peu plus de 14 000 collaborateurs de par le monde. C'est extrêmement important, en effet. Si on reprend la filière nucléaire, l'écosystème nucléaire, si j'ose dire, Framatome a une expertise, des expertises même très particulières, lesquelles ? Alors, le métier de base, le savoir-faire de Framatome, c'est la conception et la construction des chaudières nucléaires. C'est aussi la conception et la fabrication des combustibles nucléaires, des assemblages combustibles qu'on embarque, qu'on charge dans les réacteurs nucléaires pour les faire fonctionner et fabriquer notre électricité. Dans cette mission, Framatome, en fait, travaille aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle organisation de la filière nucléaire française, essentiellement pour le compte d'EDF. Donc Framatome apporte son expérience historique de concepteur, de ce qu'on appelle de chaudiériste. Framatome apporte également son savoir-faire pour la conception et la fabrication des gros équipements des chaudières nucléaires. Ce sont les cuves, les générateurs de vapeur, les pressuriseurs, les pompes, les branches primaires. À ce titre, Framatome, d'un point de vue réglementaire, porte la responsabilité de fabricant de ces capacités. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qui est portée directement vis-à-vis de l'autorité de sûreté nucléaire. EDF reste l'exploitant nucléaire des réacteurs nucléaires. Framatome, dans ses missions, a aussi la responsabilité de concevoir et de fabriquer les systèmes de contrôle-commande de sécurité des réacteurs. C'est-à-dire c'est le système de conduite qui permet, en cas d'anomalie, en cas de difficulté, de faire en sorte qu'on n'arrivera jamais à l'accident de type fusion de cœur. Donc c'est une responsabilité importante en termes de sûreté nucléaire. Et puis Framatome, de par son expérience, apporte aussi son soutien à la filière pour un certain nombre d'activités de service, et principalement dans le soutien en part en exploitation, où il participe aux côtés d'EDF à la maintenance des installations. Donc Framatome apporte son expertise humaine, ses capacités scientifiques avec des codes de calcul numérique, ses capacités industrielles, que ce soit dans les usines ou pour déployer des équipes de maintenance sur les sites. Donc apporte cette expertise au profit d'EDF bien évidemment, mais également à l'international auprès d'autres exploitants nucléaires. Et il y a des chantiers très importants dont on a entendu parler évidemment dans l'actualité et sur lesquels vous intervenez, encore une fois, on l'a compris, avec une responsabilité extrêmement importante et une expertise qui ne l'est pas moins. On peut penser notamment à l'EPR de Flamanville et son redémarrage ? Alors, les grands chantiers aujourd'hui de Framatome, enfin de la filière nucléaire française d'EDF et de Framatome qui accompagne EDF, c'est évidemment la perspective de démarrage du réacteur de Flamanville. Flamanville, c'est le début du renouvellement du parc électronucléaire. Donc,
Nous attendons, j'espère, une bonne nouvelle d'ici la fin de l'an prochain pour l'autorisation de charger et de démarrage le réacteur. L'autre chantier important d'actualité, c'est la construction de 2 réacteurs de type EPR en Angleterre, c'est le projet Hinkley Point. Et ensuite l'actualité, que si vous suivez un peu la COP26, les médias, c'est le lancement du programme EPR2. Donc c'est un projet de construction de 6 tranches réacteurs sur la base de l'EPR. Et on sera là réellement dans le renouvellement du parc électronucléaire français. Donc ces réacteurs sont des réacteurs qui sont améliorés, qui tirent l'ensemble du retour d'expérience des projets d'EPR passés. Et c'est un projet ambitieux puisque l'objectif est de pouvoir, en moyenne, démarrer un réacteur tous les 18 mois. Enfin, le dernier chantier, nous attendons une décision pour 2 réacteurs supplémentaires en Angleterre. C'est le projet Sizewell Charlie à l'est de Londres. Et alors évidemment, vous venez de référence à la COP26, on l'a fait beaucoup tout au long de cette matinée parce que c'est vrai que les questions climatiques, elles émaillent tous les secteurs et toutes les industries et elles deviennent des éléments de pilotage aussi pour les projets à venir et les projets même actuels. On ne va pas se mentir, le nucléaire, il est décrié par certains, il est plébiscité par d'autres. C'est un contexte aussi avec lequel il faut savoir composer quand on est Framatome. Alors, le 2016-2017, ça a été une période de transformation, de restructuration de la filière électronucléaire française. Donc, le chef de file EDF, Framatome, fait partie et membre de cette équipe de France du nucléaire et donc accompagne en fait dans la transformation de la filière nucléaire française. Dans ce contexte, Framatome a l'objectif clairement affiché de devenir un des leaders mondiaux sur son domaine de compétences, chaudiériste et concepteur fabricant des capacités des boucles primaires. Pour cela, Framatome a entrepris depuis quelques années une transformation profonde de son organisation, de son fonctionnement, de ses méthodes de travail. Cette transformation qui vise à améliorer en fait ses prestations. Et donc cette transformation, elle va s'appuyer sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est la capitalisation du retour d'expérience. On va passer d'une organisation avec Areva où on était dans une organisation de projet à une organisation de produits, de ligne de produits, et on va aller chercher à identifier, à capitaliser et à exploiter tout le retour d'expérience que l'on a des projets de PR passés, que ce soit à Flamanville, que ce soit les 2 réacteurs chinois à Taishan ou HPC, et faire en sorte en fait que ce retour d'expérience soit exploité, qu'ils permettent d'améliorer la conception et la fabricabilité de nos projets. Deuxième axe, c'est aujourd'hui la transformation des méthodes de travail. Et depuis 2017, Framatome déploie un programme d'ingénierie système qui vise à standardiser les méthodes de travail, à améliorer le travail collaboratif entre les gens qui font du design, les gens qui font de la fabrication, que ce soit sur les capacités des boucles primaires, que ce soit pour le fuel de combustion nucléaire, ou que ce soit aussi pour les prestations de services de soutien au parc en exploitation. Et le troisième axe qui est important, c'est un axe lié à la standardisation. Donc la standardisation, c'est quoi? C'est une fois qu'on a capitalisé sur notre expérience, c'est définir un produit, une ligne de produit standard et faire en sorte que l'on produise toujours ce même produit, parce que ce produit, on l'a fabriqué, on sait le faire bien du premier coup, et donc c'est cet objectif de standardisation des équipements. L'objectif, c'est que dans nos usines, les ouvriers, les collaborateurs répètent en permanence les mêmes gestes techniques. Ça participe au maintien des compétences de nos collaborateurs, ça participe aussi au maintien des compétences chez nos fournisseurs. Alors, la standardisation, ça va démarrer déjà avec le programme EPR2, 6 tranches réacteurs. Quand vous regardez, on a fait un réacteur en Finlande, un réacteur à Flamanville, 2 à Taishan, 2 à HPC. Là, on va partir sur un projet de 6 tranches réacteurs. Donc, on a une standardisation, un objectif ambitieux en termes de délai de livraison de ces réacteurs, donc pour nous, des équipements, des chaudières. Et donc, ça va être le standard EPR2. Sur la base de ce standard EPR2, de nos produits, de nos lignes de produits, on travaille actuellement avec EDF pour essayer d'identifier dans une approche un peu prospective quels sont les prospects à l'export que l'on pourrait viser,
quelles sont les spécificités de ces projets, faire une sorte d'analyse de variabilité et voir en quoi notre standard EPR2 peut répondre à cette variabilité, comment faut-il le faire évoluer pour satisfaire les exigences spécifiques d'exploitation ou les exigences réglementaires en termes de matière de sûreté. Donc c'est un programme de standardisation en fait que l'on mène en liaison avec notre chef de filière EDF. Alors cette stratégie, ça vise clairement à gagner en compétitivité, à faire bien du premier coup, à améliorer la qualité de nos fabrications, à réduire nos délais et donc à améliorer l'image de marque de Framatome et de ses partenaires. Alors, pour mener à bien cette démarche, cette transformation, il est évident qu'on devait aussi s'appuyer sur une transformation digitale de l'entreprise pour favoriser un peu ce travail collaboratif. Et justement, en parlant de transformation digitale, forcément, c'est un projet extrêmement important. Ça va être, en très mauvais franglais aussi, un enabler des capacité de standardisation et de tous les éléments stratégiques dont on vient de se parler. Comment est-ce qu'elle va être menée, cette transformation digitale? D'abord, c'est le constat de notre retour d'expérience, c'est difficultés rencontrées sur les projets passés, et Dieu sait si on entend parler dans les médias, un travail collaboratif entre les concepteurs dans l'ingénierie et ceux qui fabriquent. Un constat aussi sur la maîtrise une difficulté pour maîtriser les données techniques de nos produits. On parle beaucoup, dans les enquêtes qu'on fait en interne, d'instabilité des données d'entrée, c'est-à-dire des modifications, des évolutions, alors qu'on est en train de fabriquer, on a les specs qui changent, qui évoluent, et l'usine doit faire face à ces évolutions. Donc cette instabilité des données d'entrée, ça conduit aussi à des difficultés pour gérer la configuration de nos équipements, et donc en fait un problème de dialogue qui était insuffisant entre spécificateurs, concepteurs et fabricants. Donc derrière, on voit derrière cette problématique de gestion de données, de gestion de configuration, une problématique globalement de gestion du cycle de vie de nos produits, de l'expression de besoin, l'explication initiale de besoin, à la conformité, à la remontée de la conformité de ce qu'on a produit. Et puis, autre constat aussi, c'est la difficulté de standardiser, c'est-à-dire faute d'outils, faute de bases de données fiables, difficulté pour faire ce qu'on appelle le reuse, et nos concepteurs, aussi parce qu'on était organisés en projet et pas en ligne de produit, ont tendance à redessiner à chaque fois, pour chaque nouveau projet, les besoins. Et donc, cette transformation digitale, elle vise à aider les équipes à travailler ensemble, travailler entre le concepteur, entre celui qui fabrique, à faire converger le design avec la capacité de nos usines, ce qu'ils sont capables de faire avec l'outil industriel qui est disponible. Et puis, cette transformation digitale, elle vise à accompagner la standardisation qu'on le souhaite, standardisation pour le projet EPR2 et au-delà sur les futurs projets export qu'on recherche. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers en cours dans cette transformation digitale qui est déjà extrêmement complète? Alors, pour moi, il reste un chantier, on en a parlé un peu ce matin, c'est ce que j'appelle l'entreprise étendue. Je pense qu'aujourd'hui, chacun des partenaires, EDF, Framatome, on a vu Bouygues, côté génie civil, développe des propres outils numériques, digitaux. Et je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à réfléchir, à travailler ensemble, comment on peut échanger des informations, non plus sous forme de documentaire, mais sous forme de données techniques, que ce soit pour récupérer, nous, l'expression de besoin, la spécification de besoin, sous forme de données et pas de documents d'EDF, comment on va remonter, justifier notre conception, justifier notre fabrication, aussi en traçant les exigences et en expliquant comment on va y répondre et comment on y répond. Et donc c'est un chantier aujourd'hui qui s'ouvre. Je participe à un groupe de travail sur le GIFEN. Le GIFEN, c'est le groupement industriel des Français de l'énergie nucléaire et qui réfléchit en fait à la mise en place de ce principe de fonctionnement en entreprise étendue. Et c'est justement pour ça, j'imagine, que vous avez fait appel à Dassault Systèmes pour vous aider à mener ces chantiers. Bon, oui, évidemment, c'est la suite logique de notre discussion. Et pour ce faire, je me tourne évidemment vers vous, Éric. Le programme PLM, évidemment, vous êtes en train de le mettre en place avec Dassault Systèmes. D'abord, vous attendez quoi de ce programme, pour être clair? Alors, le premier point, c'est d'avoir des processus standardisés et des méthodes système engineering et des méthodes de travail métier standardisées. On ne peut plus réinventer des process à chaque projet. Une collaboration entre tous les acteurs, comme Pascal l'a dit, et ce qui permet cette collaboration, c'est d'avoir un contrat entre les acteurs qui n'est plus documentaire, mais qui est data.
Et la gestion de conf et la gestion de maturité des configurations fournies par 3DX nous permet d'avoir ces contrats data et plus documentaires. La traçabilité de bout en bout des exigences sur toutes les phases du cycle de vie qu'on va voir après, la continuité numérique, idem sur toutes les phases du cycle de vie, l'entreprise étendue, la standardisation, la protection de notre savoir-faire et de notre propriété intellectuelle, et tout ça grâce à la solution de 3DX avec une exigence forte sur la standardisation de 3DX lui-même. Nous utilisons l'application en standard, et ce qu'il permet, on le verra tout à l'heure, c'est parce qu'on travaille les process en accord avec ça. Donc cette solution standard, on est actuellement à 95% de standard. Ça nous évite des dettes logicielles pour le futur. Ça facilite les migrations et ça permet de reprendre tout ce que les autres industriels ont ramené comme bonne pratique dans la solution. Donc ce point-là est très important pour nous. On l'a compris tout à l'heure, il y a plusieurs métiers différents au sein de Framatome, plusieurs expertises. Ce PLM-ci, il va accompagner quel métier en particulier? C'est quoi son périmètre? Alors, le périmètre du PLM Framatome, c'est un PLM d'équipementier fabricant. On n'est pas un PLM d'ensemblier intégrateur, comme celui d'EDF ou comme celui d'Airbus. C'est plus simple. Et notre problématique, c'est d'optimiser la conception et la fabrication. Donc actuellement, on a 4 grands process, et sur chacun de ces process, on travaille quand on le construit avec les acteurs du process d'à côté. Quand on fait le process de design, on le fait avec les acteurs de l'architecture et avec l'acteur du manufacturing pour qu'ils comprennent où on va. Donc Specify, on va voir une petite démo dans quelques minutes. Specify, pas encore. Specify, c'est le comment je comprends les besoins du client, comment je les traduis en exigences et comment je prouve au client que je vais y répondre dans une des phases du cycle de vie à venir. L'architecture, c'est la déclinaison des exigences de cette phase Specify sur des systèmes sous-systèmes très détaillés. La conception, c'est de prendre ces exigences de l'architecte et de les décliner au plus fin sur les objets de la conception. Et l'industrialisation, c'est le design du manufacturing. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est la partie Specify. On prend les besoins du client, on le trace avec nos exigences, on alloue les exigences aux fonctions, aux systèmes, aux interfaces pour préparer la réponse au client. Deuxième partie, l'architecture, c'est le même outil, mais c'est d'autres process. La conception, donc une fois qu'on a fait cette architecture, on décline, donc vidéo conception, s'il vous plaît. Donc on décline sur on produit la solution technique, et la solution technique qui répond aux exigences de l'architecte. Et donc c'est l'architecte qui valideront cette solution technique. Et donc on décline sur cette vue produit toutes les exigences issues de l'architecture pour que la conception corresponde aux exigences de l'architecture. Là, on prend l'exemple d'une virole qu'on va revoir par la suite dans l'industrialisation. Donc les industriels voient cet objet-là et qui leur sert de contrat. Ils ont une vue de la conf du produit conçu et ils reprennent les exigences qui les concernent sur chacun des produits et ils les déclinent sur l'Indus. Et donc, vidéo suivante, on va voir qu'en fait, sur cette virole-là, les industriels, donc le design du manufacturing, vont... vidéo suivante, s'il vous plaît. On va voir justement, quand on passe à l'industrialisation, ce que ça donne, en effet, puisqu'on a bien compris que c'était une chaîne logique. Tous ces process sont calés les uns sur les autres. Et donc, l'industriel va faire la séquence logique de travail en partant de la virole attendue par le designer, en partant de la virole brute et en servant la virole attendue par le designer. Pour chaque étape, avoir les opérations, les exigences qui vont tomber dessus, avec 2 vues cohérentes. On l'a vu, la vue de la séquence et la vue de tous les intermédiaires de fab, qui est cette vue-là. Avec donc déclinaison des exigences sur tous ces points-là. L'autre étape qu'on est en train de travailler, c'est les retours de preuves, c'est-à-dire comment on va gérer les as-built et les retours de preuves. Et ça fait l'objet d'une maquette qu'on fait avec Dassault et Capgemini pour montrer qu'en standard ou quasiment en standard, on saurait gérer les as-built et les retours de preuves pour constituer les dossiers de fin de fabrication complets ou incrémentaux.
On voit que quand on parlait de standardisation des processus, c'est une longue aventure plutôt. Oui. Et en effet, on comprend bien l'intérêt d'avoir ces process extrêmement codifiés pour que tous les métiers qui interagissent sur cette chaîne de valeur puissent justement agir au bon endroit, au bon moment et avoir un vrai partage d'informations. Concrètement, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre les objectifs dont on parlait tout à l'heure? Oui. Alors, qu'est-ce qui va nous permettre de les atteindre? Le premier point, c'est de redéfinir les processus. On ne peut pas standardiser et la solution sans retravailler tous ensemble les processus. Comme on l'a entendu ce matin aussi, une équipe intégrée avec toutes les compétences, que ce soit les architectes, les business qui portent la définition des processus, ces business qui ont autorité sur la transformation PLM à redéfinir process et méthodes pour leur BU et pour leur projet. Donc ça, c'est très important pour éviter d'avoir des cycles de validation longs. Donc ils définissent ces process-là. Des architectes PLM Framatome et des architectes PLM Capgemini et Dassault. Et une équipe transformation qui nous aide non seulement à gérer la transformation, mais aussi à gérer la gouvernance du programme. Parce que même si on est basé sur une approche agile qui est très efficace, on a besoin d'avoir une gouvernance très rigoureuse et une évolutivité de cette gouvernance pour s'adapter à la montée en maturité des métiers. Donc le déploiement, comme on l'a vu, suit le cycle de vie du produit. On est primo-accédant et donc ce cycle de vie, suivre le cycle de vie facilite la montée en maturité des métiers. Et on a un support, donc je l'ai dit, de Capgemini qui nous aide via son retour d'expérience avec les clients. On a un support aussi d'EDF qui, par la collaboration avec Dassault, son partenariat avec Dassault, nous fait hériter des évolutions qu'il rajoute dans l'application pour l'industrie nucléaire. Et Dassault nous aide aussi, donc les équipes Dassault qui travaillent avec nous aident aussi beaucoup à rester dans le standard. Ils font partie de la Design Authority. Ils sont très compétents. On a des équipes vraiment compétentes. On a pris des gens qui ont de l'expérience, 10 à 15 ans d'expérience minimum, pour nous aider à aller plus vite et à tirer notre transformation. Et on voit que c'est cette équipe de France Nucléaire dont on parlait tout à l'heure, elle prend naissance au cœur même de vos métiers et justement de ce retour d'expérience et de ces supports que vous amenez les uns les autres. Si je ne dis pas de bêtises, ce PLM Framatome, il a démarré en juillet 2018. Est-ce qu'on peut déjà faire un constat, un retour d'expérience? Et puis surtout, j'imagine qu'il y a d'autres étapes à venir. Alors les succès dans un délai court, la transformation prend bien. On a vu qu'on a développé les process Specify et architecture qui sont en production. Les données ont été produites vers EDF à partir de ces systèmes. Donc un document a été produit à partir de ces données. Quand EDF a livré déjà les nouvelles versions du cahier des charges, on est déjà, via le mécanisme de configuration, de construire les nouvelles versions de nos spécifications et de notre architecture. On a la conception mécanique, toujours pareil, avec continuité des exigences de l'architecture. Une première phase a été déployée en septembre de cette année, dans laquelle on a un accostage de la maquette CATIA et du produit, qui va favoriser la gestion des produits standards plus tard. Donc ça, c'est une première transfo. Et là, on déploie en décembre une deuxième partie, c'est la déclinaison des exigences sur cette conception, pour permettre de prouver que la conception est en phase avec ce qui a été défini par les architectes. Un autre succès, c'est qu'on est vraiment data. On n'a pas fait une GED, on est parti sur de la donnée, on produit des documents, on va gérer quelques documents, mais on se concentre sur la donnée et sur la traçabilité de cette donnée. Une seule instance PLM. Ouais. On a un seul PLM et on va voir que ça va nous permettre de réutiliser cette réutilisation en multi-projet. Une seule instance avec 95% de standards, c'est-à-dire qu'on a fait que 5% de custo sur des parties spécifiques, ce qui font que là on passe en 20x, on était en 19x, on passe en 20x, c'est du travail, mais il n'y a pas de grosses difficultés à remonter cette version pour acquérir l'expérience qui a été mise dans la solution par 3DX. Un autre point technique et où EDF nous a beaucoup aidé, c'est la mise en œuvre du DevOps pour l'automatisation des déploiements. Une solution peut être déployée en quelques heures pour tester une idée.
avec tous les modules, tous les paramétrages mis en œuvre par les équipes pour tester une idée, tester une méthode. Donc le DevOps est un sujet très important. Les succès attendus court terme, parce qu'on a déjà bien avancé. Le premier, c'est la maquette de remontée d'épreuves, donc de gestion du as-build et des remontées d'épreuves dans la solution 3DX standard. Donc ça, c'est un point, on aura la maquette en décembre de cette année. Donc on est convaincu que ça sera une bonne approche, une bonne solution, et qui nous permettra en plus de gérer les confs appliqués. C'est-à-dire quand on fabrique pour une conf applicable. Et quand on fabrique, en fait, il y a des écarts. C'est de gérer cet écart et de fournir à EDF, notre intégrateur, une conf appliquée qui correspond aux vrais objets qui ont été fabriqués. Le deuxième projet, c'est un premier cas d'application de la réutilisation. Ce n'est pas encore de la standardisation. On met EPR 1200 dans le PLM qui va réutiliser 80% des données de PR2. Et les deux projets vont coexister à partir de février de l'année prochaine. Et puis le dernier point, c'est le déploiement de l'industrialisation, le design du manufacturing qui va s'étaler toute l'année 2022 et 2023 pour que le PLM arrive à l'usine pour fabriquer et préparer la remontée d'épreuves. Voilà. Oui, quelques éléments sur votre to-do list pour 2022, si j'ose dire quand même. Il y a eu pain sur la planche. Merci infiniment à tous les deux d'être venus partager cette expérience. On le comprend encore une fois, ces PLM, qu'ils soient appropriés à votre entreprise ou qu'ils soient aussi des héritages du partage d'expérience d'autres acteurs avec lesquels vous intégrez dans la même filière, ils sont évidemment fondamentaux pour cette transformation et pour mener à bien vos projets. Merci encore pour avoir fait un tour par le plateau de 3D Experience Forum. Merci beaucoup, Marc. Merci à tous. Merci à tous les deux.